Loïc Dombreval, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes député des Alpes-Maritimes, député La République En Marche, ancien maire de Vence, mais surtout ancien vétérinaire. Et c'est sans doute ce qui explique votre présence ici, à savoir la publication de ce livre, Barbarie, chez Michel Lafon, qui reprend un petit peu tous vos combats en tant que député, puisque vous êtes un député qui agit, qui essaye de peser, de faire des lois, ce qui est le rôle de l'Assemblée nationale, et sur un domaine qui est en train de connaître une évolution qui est assez frappante. C'est la question du bien-être animal, de la lutte contre la souffrance infligée aux animaux. Or, ce qui, je le disais, est assez frappant, c'est le fait que ce sujet est en train de prendre une place très à part dans le champ politique, c'est-à-dire que c'est un sujet qui transcende les partis, dont on sent que l'opinion publique y est extrêmement sensible. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on peut se réjouir de cela ou est-ce qu'il faut craindre une espèce de banalisation quand on voit Marine Le Pen poser avec ses chatons ou quelque chose comme ça? Est-ce que réellement, on peut se dire qu'il y a là un moyen de changer le réel? Écoutez, moi quand j'observe une forme de mépris avec lequel ce sujet a été traité pendant de nombreuses années, je ne peux que me réjouir du fait que l'ensemble des partis politiques, vous l'avez évoqué à l'instant, se saisissent de cette thématique de façon différente. Les Insoumis prennent ce sujet d'une façon différente des quelques députés, par exemple LR, qui s'en saisissent. C'est-à-dire, essayez de nous dresser un champ comme ça, des différences idéologiques. Ouais, l'ensemble des partis politiques, encore une fois, se traitent la question. Quand on est du côté des Insoumis, on est plus dans des approches radicales d'abolition. Quand on est du côté des LR, en tout cas des quelques LR qui saisissent du sujet, c'est très variable. C'est vraiment sur des sensibilités individuelles. Il y a un député des Bouches-du-Rhône, par exemple, qui est, lui, extrêmement virulent, et quand d'autres députés de sa propre majorité ont des positions beaucoup plus tièdes sur la question, voire même l'évitent. C'est d'ailleurs la majorité probablement à droite. Au centre, quand on va au MoDem, quand on va à La République En Marche, quand on va dans ces mouvements politiques-là, eh bien, on essaie d'avancer en trouvant des équilibres. On n'est pas sur des logiques d'abolition, on est plus sur des logiques de transition. Voilà, si je devais synthétiser les choses. Donc, du côté des LR, des approches extrêmement différentes, plutôt basées sur de la sensibilité individuelle. Sur la gauche et l'extrême gauche, assez brutale, abolition, interdiction, etc. Et puis au centre, voilà, finalement, ça reproduit assez bien parfois la façon avec laquelle ces mouvements politiques sur d'autres thématiques. Sauf que derrière, on voit que vous le décrivez en fait dans votre livre, on voit que ça embrasse différents éléments, ne serait-ce que parce que la condition animale, c'est extrêmement varié. Vous le rappelez plusieurs fois dans le livre. Il y a les animaux de compagnie, il y a les animaux de rente, les animaux utilitaires, ceux qu'on mange. Et tout cela ne dépend pas des mêmes administrations, des mêmes ministères, n'est pas géré de la même façon, ce qui ensuite pose des problèmes radicalement différents. Et on voit bien que autant on arrive petit à petit à évoluer, et les lois que vous avez fait voter le prouvent, sur certains sujets, en gros, qui ne fâchent quasiment personne, parce que les cirques et les delphinariums, par exemple, je veux dire, on voit bien à quel point les circassiens sont minoritaires, voilà, on a pu agir. Les delphinariums aussi. Voilà, exactement. C'est finalement pas très compliqué dans la mesure où l'opinion publique suit. Alors qu'il y a d'autres secteurs où on sent que c'est beaucoup plus difficile. Oui, vous avez bien analysé la situation. Vous avez raison, la proposition de loi que moi j'ai soutenue à l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier, au fond, traite de la condition animale sur les sujets les plus consensuels. C'est volontaire. La difficulté, c'est parfaitement volontaire. C'est parce que, mais ce qu'on peut ignorer quand on observe froidement effectivement les thématiques qui sont traitées dans cette proposition de loi, c'est la difficulté qu'il y a eu, ne serait-ce qu'à la mettre à l'agenda de l'Assemblée nationale. Passer 3 jours sur des sujets qui concernent les animaux, même si ce sont des dauphins ou des éléphants dans des cirques ou des animaux de compagnie, ça reste extrêmement compliqué. Il m'a fallu 4 ans, avec un certain nombre de collègues. Et c'est ça qui est complètement fou. Donc vous imaginez bien que sur les autres thématiques qui ont été habilement omises dans cette proposition de loi, comme celles qui concernent les animaux de rente ou celles qui concernent la chasse, la faune sauvage en liberté, ou d'autres sujets, et bien là, ou les animaux de production, et bien là, effectivement, on n'est pas encore prêt.
Typiquement, à chaque fois qu'il y a eu une tentative d'un député ou d'un autre, ou d'une sénatrice ou d'une autre, ou d'un sénateur ou d'un autre dans les hémicycles, eh bien, on s'est rendu compte que systématiquement, ça partait dans tous les sens et qu'en quelques heures, l'affaire était pliée et qu'on passait à autre chose. Donc, moi, la stratégie que j'ai développée, c'est de dire, il y a des thématiques sur lesquelles il y a des manques, il y a des lacunes à combler, commençons par combler celles-là. Et effectivement, mettons de côté les sujets qui fâchent encore, sachant que inévitablement, et je pense que vous l'avez dit en début de notre entretien, ces sujets reviendront dans l'hémicycle un jour ou l'autre. La question de savoir quand. Les détracteurs, en fait, de toutes disons, des évolutions sur ces questions-là, en général, balayent ça d'un revers de main en disant après tout, c'est de la sensiblerie. C'est-à-dire que ce serait le produit d'une société qui a trop regardé Bambi et où on se mettrait à s'intéresser à des sujets qui, finalement, ne sont pas prioritaires. Il y a tellement d'autres choses qui viennent avant. C'est vrai. Comment vous répondez à ça? Mais je pense qu'ils ont raison. Il y a énormément de sujets qui sont plus importants que le sujet de la condition animale. Et en disant ça, je me mets à dos l'ensemble des tenants les plus virulents de la condition animale. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets beaucoup plus importants que celui-là. Et je le dis toujours de façon très, très imagée. Si j'étais devant une rivière avec un enfant et un chien qui se noient, je sauverais d'abord l'enfant. Donc la question pour moi ne se pose pas. La question c'est de savoir est-ce qu'on peut aussi traiter de ce sujet ? Parce qu'il y a aussi des questions à traiter sur ce sujet, il y a aussi des évolutions à apporter, et c'est une preuve de notre humanité. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est s'occuper symboliquement et très concrètement aussi de ceux qui sont les plus faibles. Si j'avais d'autres combats à mener, ce serait également contre ceux qui n'ont pas la parole et contre ceux qu'on réduit à l'esclavage ou qu'on avilit ou qu'on humilie. C'est pour moi le même combat. À ceci près que justement cet argument de la sensiblerie, il n'est peut-être pas non plus à rejeter directement dans le sens où il révèle une chose, c'est qu'au fur et à mesure que les êtres humains se détachent dans leur mode de vie de la cohabitation avec les animaux, au fur et à mesure qu'on efface ce que c'est que l'élevage, qu'on l'éloigne, qu'on le cache, eh bien peut-être que la sensibilité à la condition animale se développe d'une autre manière, sur un thème qui en effet va être extrêmement émotionnel, d'une manière très émotionnelle, et il y a des avantages, ça permet en effet de limiter la souffrance animale, par exemple des animaux de cirque, des delphinariums. Est-ce que ça permet réellement de repenser un rapport plus sain aux animaux ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette présentation très émotionnelle de la relation qu'on a avec l'animal et des maltraitances qu'on a envers lui a permis une accélération, une prise de conscience accélérée de la façon avec laquelle on traitait les animaux dans notre pays. Et ça me semble être effectivement un point qui est un point important. La sensibilité, cette sensiblerie que vous évoquez, si tant est qu'elle existe, et je pense qu'effectivement elle existe, elle est une réalité. Je pense qu'elle est également une forme de minorité dans la façon avec laquelle on traite la relation à l'animal. Je pense que, et d'ailleurs, de façon générale, ceux qui ont les propos les plus virulents vis-à-vis de la condition animale en sa faveur pour l'améliorer sont effectivement des minorités. Les abolitionnistes de la relation à l'animal, ceux qui veulent rompre toute forme de relation, quelle qu'elle soit avec l'animal, on ne monte plus sur le cheval. On n'utilise plus un chien pour guider l'aveugle. Parce que c'est ça, en fait, qui me semble important. Vous disiez tout à l'heure qu'on peut se réjouir qu'il y ait une attention au sort des plus faibles, à ceux qui sont exploités, etc. Sauf que, justement, la rhétorique, par exemple, des végans, consiste à dire que nous utilisons les animaux, quels qu'ils soient, dans une forme d'exploitation qui, en fait, étendrait la lecture marxiste des choses aux animaux, et que donc prendre le miel, c'est une exploitation des abeilles, monter sur un cheval, en effet, c'est une exploitation indue. C'est-à-dire qu'en gros, là, pour le coup, ça aboutit à rompre tout lien avec le monde animal. Et ce n'est pas mon projet. Je ne le souhaite pas. Et je pense que ce que vous dites là est absolument une réalité. Il existe effectivement des gens qui souhaitent rompre tout lien avec les animaux. Ils sont ultra minoritaires, mais ils parlent très fort. Et on a l'impression qu'il n'y a que qui parlent en réalité sur ces questions de la condition animale. Moi, je voudrais te dire une chose, c'est qu'ils compliquent terriblement la tâche des députés et des sénateurs sur ces questions-là. Parce que systématiquement, de façon quasiment automatique, quand on commence à se préoccuper de ces questions, on est assimilé à ceux qui veulent rompre toute relation avec l'animal. Ça n'est pas mon projet. Je pense, moi, mon projet, comme celui d'un certain nombre de collègues qui partagent avec moi, c'est de dire que
de la naissance d'un animal à sa mort, c'est une preuve d'humanité que d'améliorer ses conditions de vie. Ça n'empêche pas de le manger. Ça n'empêche pas de monter sur son dos. Ça n'empêche pas d'utiliser le chien comme pour guider l'aveugle. Au contraire, c'est une nouvelle relation, une nouvelle approche, une nouvelle relation que l'on souhaite avec l'animal, où on le respecte plus qu'il n'est respecté, parce qu'on oublie, au fond, tous les apports bénéfiques qu'il a pour nous. Il nous nourrit, et il faut continuer à faire qu'il nous nourrisse. Il nous tient compagnie, et Dieu sait si ça a été important, notamment dans le cadre du confinement, on l'a vu. Il nous permet de développer des médicaments, des vaccins, contre la Covid par exemple, mais contre d'autres maladies. Il nous permet de nous émerveiller sur la nature sauvage telle qu'elle existe encore aujourd'hui, qu'il faut préserver. Tous ces services que rendent les animaux aux hommes, c'est d'une certaine façon un juste retour des choses que de s'en occuper et de faire en sorte de les respecter, tout en concevant que cette relation de domestication qui est extrêmement ancienne, qui date du paléolithique, eh bien, il n'y a aucune raison de la rompre. Par contre, en tout cas dans mon approche, je ne sais pas si c'est l'approche qui sera celle qu'on aura avec les animaux dans 100 ans ou dans 150 ans, mais enfin en tout cas dans mon approche, l'idée est de dire respectons-les autant qu'ils nous aident. Sauf que ça permet de penser de façon assez claire toutes les problématiques d'abandon d'animaux de compagnie qui sont quand même une proportion assez énorme. Ça permet de penser des problématiques disons, de traitement meilleur d'animaux de réforme, puisque, hélas, on a tendance, une fois qu'un animal a cessé de nous servir, à l'euthanasier, tout simplement, dans des domaines aussi divers que pour les équidés, pour les chiens, pour les vaches, toute forme d'animaux, on les liquide. Donc là, ce que vous venez de dire... Parfois même, dès leur naissance. On les fait naître pour les tuer. Alors j'allais y venir. Donc ça permet de penser ça de façon et d'apporter des réponses et des améliorations. On voit les lois là aussi qui ont avancé, qui ont progressé. En revanche, ça devient plus compliqué. En effet, dans les cas que vous citez, c'est-à-dire quand on les tue dès la naissance pour des raisons de productivité. Et ça, ce sont les cas que vous citez et que les vidéos de L214, par exemple, ont mis au jour de façon assez brutale et de façon bénéfique, en fait. Par exemple, le cas de ces poussins qu'on fait passer dans une broyeuse, tout simplement parce qu'ils sont mâles et que donc ils ne pondront pas et donc on les élimine, que ce soit également d'autres types d'animaux, des veaux, alors les porcelets vivent des cauchemars. Et là, ça devient plus difficile parce que justement, il y a la question économique qui rentre en jeu. Tout à fait. C'est là qu'on se heurte en fait à une sorte de poids des habitudes. Comment on fait pour concilier tout simplement les intérêts d'une filière, les intérêts aussi de gens qui sincèrement ne voient pas comment s'en sortir autrement, des paysans qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, et la nécessaire amélioration d'une condition animale qui est cauchemardesque. Donc, question hyper intéressante. On est là, vous avez évoqué avec les vidéos de L214, on a une forme d'accélération en fait de la prise de conscience, et on a en face de cela effectivement un monde paysan qui est démuni. Parce qu'on lui a appris différemment. Et dans les logiques de productivité, qui sont, j'allais dire, logiques dans une activité économique, quelle qu'elle soit, eh bien, ça remet complètement en question leur modèle. Est-ce que pour autant, il n'existe pas des dispositifs permettant, ou des méthodes d'élevage permettant d'éviter ce type de pratiques-ci ? Elles existent. Typiquement sur la question des poussins mâles qu'on broie vivants, où on est quand même dans un monde où on fait naître des êtres vivants pour les tuer de façon la plus horrible qui soit dès leur naissance. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les veaux mâles laitiers, qui sont expression consacrée par la filière des non-valeurs économiques. Oui, effectivement, ils ne valent rien, commercialement ils ne valent rien. Donc on les euthanasie à 8 jours. Eh bien, on se rend compte que sur toutes ces questions-là, il existe des technologies, il existe des méthodes qui d'ailleurs vont de plus en plus vite dans leur mise au point pour trouver des solutions. La question c'est, aujourd'hui, par exemple sur la question du broyage à vif, ces méthodes existent, ces machines existent, pourquoi est-ce qu'on ne les développe pas plus rapidement ? Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en place plus rapidement dans notre pays ? Alors, le rôle du politique à ce moment-là, c'est de dire, il faut que les éleveurs qui utilisent ces technologies, qui font des pas en avant et des transitions vers cette amélioration de la condition animale, soient aidés. Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas exiger d'un éleveur activité économique de prendre pour lui toute la charge du coût augmenté dans sa prise en charge du bien-être animal sans qu'il y ait de compensation. Sauf que le drame, c'est en effet le fait d'abord que beaucoup de paysans vont vivre
la réflexion même sur cette question-là comme une remise en cause de ce qu'ils font. Le terme d'agribashing, de ce point de vue-là, est devenu là aussi à la mode, dans la mesure où il y a une espèce d'hypersensibilité. Ils ont l'impression d'être mis en accusation sur les questions de souffrance animale, sur les questions de pollution, alors même que, vous l'avez dit, c'est le produit d'une évolution de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, voilà, voulu par les politiques, c'est-à-dire l'idée d'industrialisation de l'agriculture pour produire plus, pour être plus efficace, soutenu par leur syndicat majoritaire, la FNSEA, qui aujourd'hui ne leur offre pas de porte de sortie et de moyens de s'orienter vers une autre manière de produire, et qui a rompu en fait le lien qui pouvait exister entre le paysan et son métier, et dans son métier, le lien avec l'animal. Dans la relation avec l'animal. Non, mais absolument, c'était exactement ça. Et la question aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est à un carrefour, à une transition. Et pour aller encore plus précisément dans les choses, les pratiques les plus odieuses qui sont pratiquées sur les animaux, qui sont les plus condamnables, enfin, ou en tout cas les plus à remettre en question, sont essentiellement des pratiques d'élevage qu'on observe en élevage intensif, en élevage industriel. Oui. C'est d'ailleurs essentiellement sur cet élevage industriel que s'exerce l'agribashing. Quand il n'y a pas d'agribashing sur j'allais dire le bon élevage traditionnel français, 50, 60, 70 bêtes, élevées en plein air, on les rentre à l'étable en hiver, etc. C'est sur l'élevage intensif. Mais à juste titre. Si les politiques ont souhaité, après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, ont intimé une forme d'ordre, une injonction aux paysans en leur disant « vous allez produire plus vite et moins cher, parce qu'il faut nourrir les Français », et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte de retour en arrière où on va même planter des talus. Après le démembrement, on remembre et on recrée des talus et on explique à ces mêmes agriculteurs qu'en fait, sans leur dire, on s'est trompé. C'est ça, et on a détruit un savoir ancestral, des parcelles qui avaient été sélectionnées suivant leur qualité. Enfin, c'est une déperdition absolument tragique. On se rend compte qu'en fait, dans ces talus français ou ailleurs, il y a une richesse de biodiversité qui permet en plus d'améliorer, de faciliter le travail de l'éleveur et d'augmenter les productivités. Et bien tout ça, c'est effectivement un changement radical dans la façon avec laquelle, un retour en arrière d'une certaine façon, qui effectivement laisse démunis les élèves. Et donc c'est à l'État d'accompagner et l'État le fait plus ou moins bien en facilitant ce travail des éleveurs, en accompagnant financièrement et socialement cette évolution dans une forme de retour en arrière aujourd'hui dans des pratiques qui sont des pratiques qui sont vertueuses dans la relation à la nature et dans la relation à l'animal. C'est ça qu'on observe, c'est très compliqué à vivre pour les paysans. Je me bats contre cet agribashing. J'aime pas bien ce mot d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, je pense que c'est injuste, c'est foncièrement injuste aujourd'hui que de pointer du doigt ces éleveurs. Si on doit en pointer du doigt, ce sont les politiques, pas les éleveurs. Ça, c'est absolument certain. Par ailleurs, sur l'élevage intensif, qui est encore une fois remis en question, il est remis en question à juste titre. Économiquement, il ne permet pas aux éleveurs de s'en sortir. Il a des impacts environnementaux qui sont absolument terribles, délétères. Et il génère une relation avec l'animal qui est une relation industrialisée, complètement impersonnelle. Oui, alors, est-ce qu'on n'arrive pas là aussi au cœur du problème, à savoir que c'est formidable de faire évoluer les pratiques, de défendre en France une agriculture qui soit une agriculture plus vertueuse, plus respectueuse de la nature, de la vie des animaux. Le problème, c'est qu'on est dans un espace ouvert, dans un espace mondialisé. Oui. Le problème, c'est que, certes, la France, par exemple, pour la viande, produit encore une majorité de ce qu'elle mange, mais ça, c'est quand on parle de ce qui est acheté directement comme produit non transformé. Oui. En revanche, pour les plats préparés, on sait très bien qu'on importe massivement de la viande venue d'ailleurs, produite dans des conditions qui ne sont pas forcément des conditions idéales, et on signe des traités de libre-échange qui permettent d'importer une viande qui, là, pour le coup, ne correspond pas à nos critères. On fait comment quand on met en concurrence systématiquement des systèmes qui n'ont pas les mêmes règles ? Alors on essaie de retrouver une forme de faciliter notre souveraineté alimentaire. On essaie déjà de bien produire sur notre territoire pour bien nourrir les Français.
Mais là, je viens vous chercher un peu parce que Ouais, malgré tout, vous appartenez à une majorité présidentielle qui a défendu ces traités de libre-échange. Pas Que moi. ce soit celui, alors vous non, mais la majorité à laquelle vous appartenez, mais oui. je ne peux pas cautionner effectivement et voter, et je ne l'ai pas fait pour par exemple le CETA dans l'hémicycle, quand effectivement on intime l'ordre à nos paysans français de pratiquer selon de nouvelles méthodes vertueuses, quand on n'impose pas les mêmes règles à ceux, aux Canadiens en particulier. Voilà. Donc je ne vote pas. Je ne le vote pas. Mon vote ne sert à rien en l'occurrence, puisqu'effectivement le CETA est voté. Mais, et je ne parle pas du Mercosur sur lequel la question ne se pose même pas. Bien sûr, je ne voterai pas. Mais vous avez raison. Il y a là une vraie question. Elle montre juste une chose, c'est que la question de la condition animale et de la relation à l'animal est accessoire dans tous ces dispositifs. Et que la prise en compte de cette question par les députés de la majorité et d'autres n'est pas du tout prioritaire. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire. En attendant, ce qu'il faut, je pense, c'est effectivement réfléchir à notre souveraineté alimentaire, réfléchir à produire plus local, de meilleure qualité, différencier notre agriculture de grande qualité vis-à-vis des autres, et donner à un moment donné accès également à cette nourriture nécessairement de meilleure qualité, à la fin, au plus grand nombre. Et là aussi, il y a une vraie question, c'est l'aliment, premier médicament, très bien, mais comment à ce moment-là je le rembourse, le médicament? Ou comment je participe? Comment on fait en sorte, en effet, qu'il y ait un accès, et c'est une modification de consommation. Juste pour ajouter, avant justement qu'on passe à cette question de la modification même des modes de consommation, sur les contradictions, récemment, le Conseil d'État a rendu un avis sur l'étiquetage de la viande dans les plats préparés, l'étiquetage du lait, etc. C'est-à-dire qu'en gros, affirmant d'ailleurs ce que l'Union européenne avait le droit de ne pas imposer, et ce qu'il était tout à fait légitime de ne pas imposer, l'étiquetage de la provenance des produits animaux dans les plats préparés. Ça signifie, là encore, qu'on n'informe pas le consommateur sous prétexte de libre concurrence, et que donc on ne dit jamais au consommateur d'où vient la viande qui est dans son hachis parmentier acheté en surgelé ou dans une grande surface. Comment on fait pour imposer cette idée que le consommateur est avant tout un citoyen et qu'il doit choisir librement? On est démunis face à l'Union européenne, face aux règles de la Cour de justice? On voit aujourd'hui cette demande de transparence vis-à-vis des aliments. Ça se traduit sous une forme d'applications qui permettent de scanner le produit, d'étiquetage aujourd'hui qui d'ailleurs fleurit un petit peu partout, dans lequel le consommateur n'arrive pas bien à se retrouver. Je pense qu'il va y avoir absolument nécessairement, c'est absolument indispensable, la nécessaire une réglementation autour de cet étiquetage pour donner plus de transparence. C'est absolument indispensable. Ça me semble être une voie qui va forcément se développer. Alors en France, ça existe de plus en plus. C'est effectivement extrêmement confusant, avec des niveaux d'étiquetage ou de labels qui ont des valeurs au fond qui sont des valeurs très différentes. Il faut qu'on légifère un jour ou l'autre là-dessus et qu'on avance là-dessus. C'est absolument indispensable. D'ailleurs, vous plaidez aussi pour la transparence sur un sujet qui là aussi monte, mais qui visiblement gêne beaucoup de monde, qui est la question de l'abattage rituel. Oui. Dans la mesure où il y a beaucoup plus de viande abattue selon l'abattage rituel que nécessaire, parce qu'en fait, ça permet d'éviter l'étourdissement. Oui, donc on gagne en productivité, voilà. et ensuite on est un pays exportateur d'abattage d'animaux abattus. Alors essentiellement sur le rite halal, et moins, on ne voit pas du tout sur le rite kasher, qui dans les deux cas, halal et kasher, on a toujours tendance à parler que du halal, mais c'est halal et kasher. Les quantités sont différentes, mais c'est la même méthode, on n'étourdit pas l'animal préalablement. Là-dessus, il me semble aussi absolument légitime qu'un consommateur puisse savoir si l'animal qui a été abattu, non seulement a été abattu avec ou sans étourdissement, mais selon un rite religieux. Enfin, je ne sais pas. D'autant plus que ça finance. D'autant plus qu'il y a une source de financement du culte. Donc ça me paraît être quelque chose de la moindre des choses. On va aussi y arriver. Le vrai problème, c'est qu'en fait, ce sujet a été manipulé par le Front National, par le RN maintenant, et que on en a fait avec des informations qui étaient parfois complètement fausses, en expliquant qu'en France on abattait plus d'animaux sans étourdissement qu'on en abattait avec étourdissement, ce qui est faux.
ce qui est absolument faux, et c'est même non, faux en revanche, également. Il y a des régions de France où il y a une concentration, par exemple en Île-de-France. Par exemple en Île-de-France, notamment en Seine-et-Marne. Ça, c'est tout à fait exact. Mais au total, on n'a pas plus d'animaux selon le rite halal ou kasher que ou avec étourdissement. En tout cas, voilà, du coup, c'est un sujet qui est extrêmement épineux, dont n'osent s'emparer les partis politiques, j'allais dire, de gouvernement, et qu'on évite soigneusement. Je ne pense pas qu'on pourra l'éviter encore très très longtemps. Et d'ailleurs, il y a un travail qui est fait sur cette question, qui est un travail extrêmement intéressant, en présence des cultes, juifs et musulmans, pour essayer de trouver des solutions, puisqu'on sait aussi que dans certains pays, les mêmes rites religieux pratiquent avec un étourdissement. Donc il y a là quelque chose d'assez surprenant. Pourquoi est-ce qu'en France, on ne pourrait pas aller dans cette logique-là? Donc ce travail est fait dans un comité national d'éthique et avance très doucement, mais avance. Alors, on évoquait l'idée d'un changement en fait de la part des consommateurs, et la question est de savoir évidemment comment on leur permet d'arbitrer. Donc, il y a l'information, il y a la question du prix. Ils n'ont pas toujours le choix, évidemment, sachant quand même que ce sont les populations les moins favorisées financièrement qui ont tendance à manger plus de viande, ce qui est un paradoxe là aussi, mais qui s'explique par justement l'image de la viande dans l'imaginaire des gens, mais là aussi, comment on fait pour réorienter sans fliquer, sans culpabiliser? Comment on fait pour introduire cette idée du moins mais mieux, pour remplacer les protéines animales, pour inciter à manger des viandes abattues dans des conditions décentes, élevées dans des conditions décentes? On le fait d'abord dans le cadre d'un certain nombre de lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, qui incitent, par exemple, les menus végétariens dans les cantines, dans la restauration collective. Donc il y a ce travail de fond qui est fait. J'allais dire que ce travail de fond qui est fait, mais également par les filières de production bovine française. L'Interbef, qui est l'interprofessionnel de la production de bovine en France, travaille sur cette question et parle de ce qu'on appelle maintenant le flexitarisme, où en fait, elle-même, cette filière dit oui, on peut manger moins de viande, il faut manger moins de viande, de meilleure qualité. Sauf que vous n'êtes pas aidé là-dessus par exemple, certains maires écologistes qui font naître des polémiques sur les menus sans viande qu'on impose, les associations, là aussi, véganes et autres, qui en fait essayent d'imposer le végétarisme total avec, selon l'idée que manger de la viande serait en soi un mal. C'est-à-dire que vous êtes forcément, une fois de plus, assimilé à ça. Oui, et oui. Et quand on est sur une ligne, on s'en sort en essayant de rester en équilibre sur une ligne de crête qui n'est pas facile à tenir, entre la nécessité, vous l'avez dit, d'aller vers effectivement une baisse de la consommation de viande pour plein de raisons qui sont liées à la santé, non seulement sa propre santé, mais à la santé de l'environnement, et en même temps de travailler sur le fait que ces protéines d'origine animale sont effectivement aussi nécessaires et qu'il faut en manger un petit peu. Donc c'est tout le temps des équilibres. Mais les logiques d'abolition, d'imposition de régime alimentaire m'insupportent. C'est pas comme ça qu'on doit faire évoluer notre société. C'est par des prises de conscience, de l'éducation, de la pédagogie dès le plus jeune âge, encore une fois, dans les cantines scolaires, en montrant qu'on peut se nourrir et être bien en mangeant moins de viande. D'ailleurs, j'observe que, je ne sais pas si c'est le fruit de la pédagogie, de l'éducation, des campagnes d'information de ces filières ou reprises dans les médias, mais en tout cas, j'observe qu'autour de moi, et je ne suis pas spécialement dans un monde de bobos, parce que là encore, quand on travaille sur ces questions, on est tout de suite assimilé à un bobo parisien, je ferme les guillemets. J'observe que dans les milieux dans lesquels j'ai des amis, et ils ne sont pas que des bobos, tous mangent moins de viande. Ça devient absolument une réalité. Donc c'est plutôt tant mieux. Ça s'accompagne. Et je vois en tout cas que là encore, ça me semble irréversible, puisque même les professionnels incitent à cette moindre consommation. Sur ce sujet-là, vous prenez une position qui, pour le coup, mérite d'être discutée. Vous évoquez la question de la viande produite en laboratoire, en disant qu'il faut explorer cette voie-là qui permettrait justement de manger de la viande sans souffrance animale. Et moi, j'y vois un paradoxe énorme, parce qu'en fait, c'est une façon, malgré tout, de détacher encore un petit peu plus notre alimentation de son origine animale, c'est-à-dire de nous faire oublier que nous mangeons un produit animal et que c'est en fait l'essence même du vivant que de ne se construire que par l'absorption du vivant,
qu'il soit animal ou végétal, c'est surtout une façon d'entériner une dérive de plus en plus industrielle de la production de notre nourriture. Parce que malgré tout, ce sera un produit de laboratoire. Alors sans doute, des animaux n'auront pas souffert, mais on est là dans quelque chose qui, selon moi, contredit votre objectif qui est le moins mais mieux. Alors, pour moi, il y a deux aspects. Il y a, j'allais dire, le modèle de l'élevage traditionnel français, qui n'a rien à voir avec le modèle de l'élevage intensif. Non. Des immeubles de 8 étages, avec 6000 truies par étage, comme ceux qu'on voit en Chine. Quelle est la différence entre cette production industrielle de viande, dans ces immeubles, dans ces HLM de 8 étages de cochons en Chine, et finalement une production industrielle de façon différente par laboratoire? Pour moi, aucune. La seule différence, on est bien d'accord. La seule différence, c'est que dans un cas, effectivement, il y a un animal qui souffre, qui est entassé, qui est extrêmement dangereux pour la planète. Bien sûr. Et on le voit, et on va le voir de plus en plus. Et de l'autre côté, un système dont j'ignore l'impact environnemental, dont j'ignore l'impact économique et social, dont j'ignore l'impact sur la santé de l'homme, et qu'en France, on refuse de regarder et d'observer, auquel on refuse de s'intéresser. Je ne comprends pas ce terme de dogmatisme. Par ailleurs, donc pour moi, cet élevage, c'est l'élevage intensif qui va avoir qui aura le plus d'impact, qui sera le plus impacté par cette culture cellulaire. On est sûr. J'en suis absolument convaincu. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que quand vous mangez un nuggets, quel qu'il soit... Ah oui, j'en mange pas. Bon, très bien. Désolée. Moi non plus. Je suis pas représentative, Enfin, mais justement, dans l'idéal, on évite. J'en mange de temps en temps. Oui, mais vous voyez, je veux dire, quel est le rapport entre le nugget et l'animal? J'en vois aucun. Entre d'accord. le steak haché et l'animal, j'en vois aucun. Entre la patte d'un animal soigneusement épilé dans un emballage de cellophane. Quelle était la position de nos grands-parents quand ils ont vu pour la première fois un jambon sous cellophane? Non, mais bien sûr, c'est pas du jambon, c'est pas de la viande, c'est une espèce de tranche rose ignoble. Vous voyez, donc en fait, on est dans un modèle vers lequel tout le monde s'accorde à dire, même les producteurs traditionnels de viande nord-américains, dans lesquels ils investissent sur cette nouvelle production de protéines d'origine animale, on est dans un modèle qu'il faut quand même observer, qu'il faut quand même regarder. Oui, mais ça veut dire qu'on entérine le fait qu'on ne réussira pas à donner à chacun la possibilité de comprendre ce qu'il est en train de manger, de se réapproprier son alimentation. Donc on garde un modèle industriel où il s'agit d'ingurgiter des trucs qui n'ont plus aucun lien avec la vie. Comme un nugget. On se dit qu'on ne peut pas lutter, voilà. Ouais. Et donc on accepte dans ces cas-là uniquement de supprimer la souffrance animale. Et ça, c'est le premier point qui est quand même problématique. Et le deuxième point, vous dites ça n'impactera pas ça ne touchera pas les éleveurs traditionnels, à ceci près que si on regarde en France par exemple qui fait la promotion de cette viande en laboratoire, c'est Xavier Niel avec Hugo Clément, c'est-à-dire des gens qui prônent le végétarisme total, expliquent que manger de la viande est criminel, ou en tout cas ils le disent plus poliment que ça, mais c'est ça que ça veut dire. Donc qui envoie un message qui consiste à tuer l'élevage même de qualité, et qui sont écoutés évidemment par ceux justement qui sont susceptibles d'acheter une viande de meilleure qualité, parce que la personne qui mange son nuggets continuera à manger son nuggets en effet, hélas, si on ne fait pas tout le travail d'apprentissage de l'alimentation. C'est donc bien l'élevage de qualité qui risque d'être petit à petit phagocyté par cette production de viande. Non, je ne partage pas cette analyse. Je pense véritablement que ce sera effectivement ceux qui se sont déjà disjoints de leur relation avec l'alimentation d'origine animale qui probablement iront vers ces modèles-là. Je pense que ce sont ceux qui mangent aujourd'hui ces jambons sous cellophane ou ces nuggets ou ces steaks hachés ou ces produits qui effectivement aujourd'hui n'ont plus aucun rapport ni en termes de forme ni en termes de presque de couleur ou de quoi que ce soit avec l'animal. Je crois que c'est plutôt ça. Par ailleurs, vous savez que en réalité, vis-à-vis de cette production industrielle de viande sous forme de laboratoire de culture cellulaire, il y a toute une série de véganes qui ne veulent pas en entendre parler. Oui, ça, bien sûr. Parce que de toute façon, il y a des chapelles. Dans voilà. Oui, non, mais à la fin, véganisme. ça fait beaucoup de chapelles.
Puis ça fait vraiment des micro-chapelles, quoi. Et à la fin, c'est pas ça qui va révolutionner, me semble-t-il, la façon avec laquelle, de façon générale, on consomme. Je pense qu'il restera toujours en France ancré, et c'est aux politiques aussi d'accompagner cela, un élevage traditionnel, de qualité, de proximité, plus cher. Ce qui est une vraie question. Plus cher, forcément plus cher, voire beaucoup plus cher que cette alimentation produite sous forme industrielle ou sous forme de laboratoire. Et encore une fois, ceux qui se sont déjà disjoints de la relation avec l'animal dans le cadre de leur alimentation ne seront pas forcément d'ailleurs ceux qui consommeront cette nouvelle vente de laboratoire ou qui y voient un intérêt pour le bien-être de l'animal. Ils y voient surtout, effectivement, comment dirais-je, une forme de capitalisme agroalimentaire, avec des logiques de production ou d'hyperproductivisme également, avec toute une série d'impacts dont on ignore les conséquences. Oui, mais c'est pas en s'intéressant pas à ces questions-là qu'on va les résoudre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser. En revanche, il y a actuellement un lobbying assez forcené de la part des promoteurs de ce type de viande, et il faut regarder très très clairement ce que ça implique. Oui, et c'est ce que je demande. Oui. Je demande, si dans le livre dont on parle là, de Barbarie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, encore une fois, l'obscurantisme aujourd'hui des pouvoirs publics en France, ce qui n'est pas d'ailleurs, qui n'est pas observé en Allemagne, ce qui n'est pas observé en Hollande, ce qui n'est pas observé en Autriche, ce qui n'est pas observé en Suisse, dans plein de pays qui nous entourent, autour de cette culture cellulaire. Je pense que si on ne se préoccupe pas de ce sujet, si on ne le prend pas en main, si on n'en mesure pas les impacts que j'ignore, en termes environnementaux, je le répète, en termes de santé pour l'homme, en termes économiques et sociaux, eh bien cette nouvelle viande va arriver dans nos assiettes sans qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en effet, dans un monde ouvert, quand les autres font quelque chose, on finit par le faire, non pas par choix éthique, mais parce que parce qu'on n'a plus le choix économique. Parce que le fait implique le droit et la morale. Exactement. Et je ne pense pas que ce soit rendre service en fait à nos éleveurs alors je comprends le message politique et qu'on se dit jamais en France nous mangerons, etc. Oui, enfin bon, d'accord, mais on verra. Et sauf qu'est-ce que ça commence à être sur le marché en anglais. C'est toute la question. Est-ce qu'on autorise un peu partout. Oui, mais voilà, Comment on appelle ça? Est-ce que c'est encore de la viande ou est-ce que c'est un produit dérivé de cellules animales? Mais est-ce qu'on nomme réellement? Est-ce qu'on informe le consommateur? C'est aussi tout ça qui va devoir être éclairci. Et par contre, également, c'est encore une fois cette nouvelle façon d'envisager cette production de protéines animales dont on peut se passer, ces protéines animales. Parce que il y a tout un message aussi qui explique qu'en fait on ne peut pas s'en passer, on peut parfaitement s'en passer. Enfin, en tout cas, c'est quand même des protéines. On est aujourd'hui 7 milliards, on sera 10 milliards dans quelques années. Et moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut, sauf à saccager définitivement notre planète, continuer à nourrir autant d'animaux pour nourrir les hommes. On en voit déjà les impacts absolument terribles, désastreux sur notre planète. Notre population ne fait que croître. Il faudrait qu'on m'explique, il faudrait qu'on me raconte le modèle idéal, soi-disant, dans lequel on continue à nourrir des bovins pour nourrir des hommes. J'aimerais bien comprendre. Donc cette solution-là, a priori, elle est intéressante. Après, la question est de savoir si c'est par l'invention d'un nouveau modèle de consommation et donc de réflexion de chacun sur sa propre alimentation qu'on répond à cette question, ou si c'est en se disant que la technologie va nous permettre de régler le problème. C'est un choix, c'est un choix éthique. Cela dit, justement pour continuer sur cette question du rapport avec le vivant, vous abordez aussi la question ô combien sensible de la chasse. Là aussi, on a l'impression qu'il n'y a jamais moyen de poser les problèmes de façon apaisée, c'est-à-dire en évitant la vision binaire, soit pro-chasse, soit anti-chasse, totalement furieuse, en essayant de distinguer ce que vous faites, les différentes pratiques de chasse, et en essayant aussi de considérer qu'il y a à la fois chez les chasseurs
en effet une attention à la nature, etc. En même temps, des pratiques qui dénaturent l'idée même de ce qu'est la chasse, parce que quand on tire des faisans qui ont été d'abord gavés, nourris, ça n'a plus rien d'une chasse, ou en enclos. C'est-à-dire que la chasse, par principe, c'est de se nourrir d'un animal qui s'est nourri lui-même, qui a choisi sa nourriture, ce qui le laisse dans sa pureté d'animal. Donc tout ça n'a plus rien à voir. Mais visiblement, tout le monde a très très peur de se confronter à ça, et on est dans une forme de simplisme de tous les côtés. Oui, c'est ça qui est absolument terrible dans le débat public de façon générale aujourd'hui, sur ces sujets-là ou sur d'autres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les gentils et les méchants, ceux qui ont tort et ceux qui ont raison, les blancs et les noirs, voilà, et tout est devenu extrêmement schématique. Et je le répète, à partir du moment où vous commencez à vous intéresser à ces questions, forcément, vous êtes suspecté d'avoir un agenda caché. Donc moi, j'aurais un agenda caché, semble-t-il, qui est celui d'interdire toute forme de pratique de chasse. C'est pas mon cas, j'ai beau le dire et le répéter avec d'autres collègues, on ne me croit pas. Bon, bah écoutez, tant pis. Voilà, moi, de nouveau, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut évoluer vers des chasses qui font moins souffrir l'animal ? La chasse à tir telle qu'elle est pratiquée en immense majorité en France, c'est une chasse qui normalement ne fait pas souffrir l'animal. Est-ce qu'il faut aménager peut-être des moments ou des temps un petit peu différents, faciliter les cohabitations entre les différents dans les espaces. C'est un débat crucial. Ça, c'est un débat crucial, c'est absolument certain. C'est la seule question sur laquelle je pense on doit pouvoir s'interroger, parce que ça reste par ailleurs cette chasse traditionnelle, enfin cette chasse à tir, une façon, dans ma circonscription très rurale, je le vois bien, d'animer les territoires, de se rencontrer, de festoyer, de participer à la vie locale. Et puis encore une fois, une certaine idée du rapport à la nature, c'est-à-dire le fait de la vivre pleinement, de s'y promener, de l'observer. C'est pas, enfin, la caricature du chasseur pochetron qui tire sur n'importe quoi a fait quand même énormément de mal. Elle a fait énormément de mal, c'est comme ça. Je n'y suis personnellement pour rien, et je vois effectivement les chasseurs dans ma circonscription qui, encore une fois, sont pour certains d'entre eux, pas tous, mais pour un certain nombre d'entre eux, d'immenses connaisseurs, d'immenses lanceurs d'alerte de problèmes qui peuvent se dérouler dans nos forêts, dans nos sous-bois et dans notre nature. Donc ce sont des gens qui sont effectivement qui animent pour cette raison les territoires, les circonscriptions, peu importe les campagnes, de façon extrêmement intéressante. Il reste qu'il y a des chasses qui sont des chasses dites traditionnelles et qui font souffrir un animal, me semble-t-il. Faire souffrir un animal est toujours inutile. En tout cas, on doit pouvoir essayer de trouver des solutions à cela. Ces chasses, ce sont les chasses à la glu, c'est ce qu'on appelle la vénerie souterraine, c'est la chasse à courre. Ce sont des chasses où on sait objectivement que l'animal souffre, qu'il y a des atteintes à la biodiversité qui sont des atteintes auxquelles il faut porter une grande attention. Et sur ces chasses-là, je pense qu'il faut évoluer. Mais simplement, le problème, c'est qu'à partir du moment où on commence à parler de cela, on est soupçonné de vouloir en fait abolir l'ensemble des chasses. Oui, parce que de fait, il y a là aussi une pression extrêmement forte de certains courants, notamment chez les écologistes, pour expliquer que la chasse en elle-même serait quelque chose de malsain, de pervers. Ce qui est d'ailleurs là aussi, une façon de culpabiliser plutôt que d'essayer de comprendre les pratiques des uns et des autres. Ouais, mais moi, encore une fois, j'ai énormément de mal avec ces gens qui veulent dicter le comportement des uns et des autres et qui pensent détenir ce qui est bien et ce qui est mal. Je veux dire, la chasse, pratiquée d'une certaine façon, n'est pas mal pour la nature. Elle est même parfois absolument indispensable. Parce que l'emprise de l'homme sur les territoires naturels ne fait que croître, parce qu'il y a des interactions qu'on observe entre l'homme et la nature sauvage et la faune sauvage, et que, à moins de tout mettre sous cloche et de mettre les hommes dans des enclos, on doit, à un moment donné, réguler. Voilà, c'est une réalité contre laquelle il est difficile de dire que c'est une réalité. Voilà. Donc ces écologistes radicaux qui expliquent encore une fois, qui sont souvent sur les abolitions, on en parlait tout à l'heure, c'est souvent effectivement des approches
très très à gauche, avec l'essence des Verts, vous voyez ce que je veux dire, très très dogmatique, où on dit, on détermine à la fois le régime alimentaire, mais en même temps les pratiques qui sont qu'on autorise dans la nature. Moi, ça m'est complètement étranger. Par contre, améliorer les relations entre les uns et les autres, entre les utilisateurs de la nature, ça me paraît être une bonne façon de faire. Je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est même très très compliqué. Mais c'est la seule façon, me semble-t-il, d'évoluer. Oui, mais la question, c'est de savoir comment le rôle du politique peut être efficace. C'est Nicolas Hulot qui a préfacé votre livre. Nicolas Hulot, il a quitté le gouvernement en expliquant que finalement la politique des petits pas qu'il avait tenté n'a pas marché, qu'il s'est heurté systématiquement à des lobbies. C'est d'ailleurs un lobbyiste de la chasse qui a été cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais c'est vrai dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il s'est heurté en fait à une impossibilité de mettre en avant les questions environnementales dans le gouvernement auquel il appartenait. Comment on règle ça ? Je pense que Nicolas Hulot est quelqu'un qui était, et je pense qu'ils se sont rendus compte assez rapidement, beaucoup plus efficace en dehors du monde politique qu'à l'intérieur du monde politique. Enfin, ça veut dire quand même que les promesses qui lui ont été faites au moment où il est arrivé au gouvernement n'ont pas été tenues, et c'est quand même un souci. Je pense, si vous voulez, que quand on fait de la politique, on est obligé de trouver des accords. J'aime bien l'expression de Corinne Pelluchon, qui est une philosophe qui travaille beaucoup sur les questions de conditions animales. Elle appelle ça des accords sur fond de désaccords. Comment est-ce qu'on trouve des voies qui permettent de faire cohabiter des gens qui ne pensent pas de la même façon? C'est ça l'essence de la politique. C'est un petit peu quand même l'art d'être capable, l'art de rassembler, l'art de trouver des majorités. Quand on se heurte d'emblée frontalement avec des activités et des lobbies anciens, extrêmement installés, à tous les niveaux de la société, je dis bien à tous les niveaux de la société, et qu'on s'y attaque frontalement, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Donc effectivement, il faut faire des concessions avec ses propres convictions, avec sa propre avidité à aller vite sur des sujets sur lesquels on sait qu'on a raison. C'est très compliqué. Est-ce que ceux qui empêchent le plus d'avancer sur la condition animale, ce sont les lobbies anciens installés, comme par exemple le lobby de la chasse, ou est-ce que ce sont les intérêts économiques installés et puissants qui veulent que surtout la machine à produire ne soit pas enrayée ? Je pense que c'est les deux. Je pense que ce sont les deux. Je pense que dans les deux cas, ce sont des lobbies qui d'ailleurs pas un vilain mot. Je trouve on oublie ce que c'est qu'un lobby. C'est des gens qui ont des intérêts et qui souhaitent les défendre. On a tous des intérêts qu'on souhaite défendre. Voilà, parenthèse fermée. Mais en la matière, moi je conçois tout à fait qu'il y ait un lobby de la chasse. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui disent « moi j'aime chasser, arrêtez de m'embêter ». Ou des gens qui disent « moi j'ai besoin de produire et de produire vite et bien en gagnant ma vie, arrêtez de m'embêter et laissez-moi produire ». Disons que je ne les place pas exactement sur le même plan parce que la puissance n'est pas exactement la même et l'impact sur la planète n'est pas exactement le même. Vous avez raison. Oui, je suis d'accord. Maintenant, on ne peut pas s'abstraire de l'existence de ces lobbies et il faut faire avec quand on fait de la politique. À la fin, la décision que l'on prend, on la prend selon ses propres convictions, sa propre éthique. On est confronté en tant que politique, vous le savez bien, à ces lobbies quotidiennement, matin, midi et soir. Et après, c'est sa propre décision, soit d'engager une discussion pour essayer de comprendre les arguments, qui sont souvent enrichissants, hein, qui permettent d'apprendre et de voir que tous les sujets sont complexes, et puis ensuite de prendre sa décision en connaissance de cause avec sa propre conscience. En la matière, sur les questions qui concernent la condition animale, c'est vrai que le groupe d'études de chasse à l'Assemblée nationale, c'est 120 députés contre 40 sur la condition animale. Les groupes d'études d'agriculture, réunissant les députés qui travaillent sur les questions agricoles et de production agricole notamment intensive, c'est beaucoup plus de députés que de députés sensibles à la condition animale. C'est un fait. Est-ce que pour autant ça doit faire baisser les bras ? Non, je crois qu'il faut toujours être convaincu du fait que ce combat pour la condition animale est un combat qui est juste, qui est un combat qui mérite d'être porté, qui est un combat qui fait référence à notre humanité, et il faut à un moment donné faire abstraction de ces lobbies ou alors travailler avec eux et trouver des voies de contournement qui permettent de trouver, encore une fois, ces
Oui, mais est-ce que ce que vous appelez compromis, et qui en effet est tout à fait juste et est l'essence de la démocratie, mais ne vire pas à la contradiction quand on en vient à être dans un mouvement politique qui défend des conceptions économiques qui ne peuvent pas aboutir à ce que vous souhaitez sur la défense du bien-être animal? Moi, je m'en tiens aux faits. Les faits, c'est que jamais il n'y a eu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale 3 jours accordés à la condition animale. Vous considérez, et je l'entends, que les thématiques qui ont été traitées sont des thématiques qui peuvent paraître accessoires. On a parlé de l'élevage on n'en a pas parlé, mais de l'élevage de visons, des animaux sauvages dans les cirques, des animaux sauvages dans les delphinariums, qui ont pour ces sujets-là une valeur symbolique importante. Hein. Et la symbolique, c'est important en politique. Et puis après, l'augmentation, tout un chapitre dédié à l'augmentation des sanctions pénales en cas de maltraitance, avec la délictualisation, le fait de rendre comme un délit des choses qui étaient avant de simples contraventions. Et je pourrais continuer sur toutes les avancées de cette proposition de loi. Jamais, il n'y a eu autant de temps passé sur ces questions dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais on ne s'attaque pas au cœur du système productif. Et sur les questions qui concernent un certain nombre de pratiques d'élevage, on va en venir à bout. Didier Guillaume a annoncé en janvier 2020 qu'on allait mettre fin au broyage à vif des poussins, qu'on allait mettre fin à la castration à vif des porcelets. Toute une série de mesures comme celle-là. Eh bien, là aussi, ce sont des mesures qui étaient extrêmement attendues. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Non. Est-ce que ce sont des avancées? Oui. Oui, mais si on maintient la libre concurrence telle qu'elle existe aujourd'hui, qui fait que la grande distribution et l'agro-industrie vont avoir intérêt du coup à aller chercher des produits carnés qui n'auront pas les contraintes de cette production, le résultat de tout cela risque d'être l'éradication de la paysannerie française, et on continuera à manger de la merde qui a fait souffrir les animaux, mais sauf que ça viendra d'ailleurs, on ne le fera plus nous-mêmes. Non, mais ce que vous évoquez là sur l'importation effectivement de produits carnés ne respectant pas les normes qu'on souhaite imposer à nos paysans est une vraie question sur laquelle je suis même sûr que le ministre de l'Agriculture et le président de la République sont parfaitement conscients. Et voilà. Est-ce que ces sujets sont simples à régler? Non. Est-ce que l'Europe a un rôle majeur à avoir sur cette question-là? Évidemment. Est-ce que les choses vont assez vite? Non. Mais en tout cas, ce sujet est parfaitement identifié. C'est encore une fois le retournement agroécologique de notre production vers une production plus vertueuse sur ces questions-là est inéluctable. Et on va mettre les outils en place pour permettre de faire en sorte, ça passera par l'étiquetage, ça passera par les nouvelles pratiques d'élevage vertueux, ça passera par peut-être des obstacles plus forts à l'importation de produits venant de l'étranger. Mais enfin, en tout cas, cette question est bien présente à l'esprit des politiques et c'est une bonne chose. Ça va pas assez vite, on est d'accord. L'impératif économique, c'est vrai, est aujourd'hui malheureusement un impératif qui dicte beaucoup de nos pratiques. Et je le regrette. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais en l'occurrence, quand il s'agit d'activités agricoles, c'est le revenu des agriculteurs qui en dépend. Donc voilà, c'est pas simple, et les choses vont pas assez vite, mais elles avancent plutôt dans le bon sens. Je voudrais revenir sur Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il a lancé, c'est lui qui a initié, avant de partir, toute cette réflexion sur la question de la condition animale, qui ensuite a été reprise par les différents ministres de l'écologie qui l'ont suivi. Ils ont été nombreux. Ce poste est extrêmement difficile à tenir. Hyper difficile à tenir. J'allais dire que la faiblesse de Nicolas Hulot, quand il est arrivé dans ce gouvernement, c'est qu'il n'avait pas cette expérience politique et qu'il a probablement cru, parce qu'il était particulièrement écouté avant d'être ministre, que les choses allaient être simples pour lui parce que c'était Nicolas Hulot. Et le monde de la politique est un monde qui est un monde extrêmement violent, où on se moque de savoir comment vous vous appelez. Et où quand on peut... Oui, ou disons qu'on achète une marque et qu'après, on s'aperçoit qu'on n'a pas envie d'en tirer les conséquences. En tout cas, c'est certain que sur la question de la chasse, peut-être que si Nicolas Hulot s'était renseigné un petit peu plus auprès d'Emmanuel Macron, il aurait peut-être plus hésité à venir. Il faut reconnaître que Emmanuel Macron, sur la question de la chasse, s'est mis à dos beaucoup de monde. Oui, mais je ne pense pas que ce soit vraiment sur la question de la chasse que Nicolas Hulot ait fini par craquer, en fait. En tout cas, c'est sur un épisode... Ça, c'est anecdotique. Les difficultés qu'il a rencontrées, c'était sur des intérêts beaucoup plus importants, des intérêts économiques larges. Pour conclure, vous terminez votre livre en évoquant une idée, dites-vous, de Robert Badinter, l'idée d'un défenseur des droits des animaux.
La question de savoir, en fait, ça renvoie à une question qui est vertigineuse, qui est de savoir quel est le statut des animaux vis-à-vis des êtres humains. Est-ce que on met en place une défense des droits des animaux ou est-ce qu'on met en place une défense, enfin en tout cas un rappel des devoirs des êtres humains vis-à-vis des animaux? Et derrière cette perspective, il y a la question de savoir si les animaux sont seulement des êtres sensibles, s'ils sont un petit peu plus que cela. Ils ne sont pas des personnes, mais certains aujourd'hui parlent d'animaux non humains par opposition aux animaux humains pour nous rappeler que nous serions à égalité. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Sans ambiguïté, il n'y a pas pour moi d'équivalence entre l'espèce humaine et les animaux. Je veux dire, tout l'indique. L'espèce humaine est au sommet de l'évolution et je vois pas de quelle façon est-ce qu'on pourrait remettre ce fait en question. Ça me paraît déjà une première chose. La seconde chose, c'est est-ce qu'on traite aujourd'hui ces êtres vivants que sont les animaux aussi bien qu'on le devrait? Non. Est-ce qu'on les traite plutôt comme des choses que comme des êtres vivants? Oui, indéniablement. Même parfois moins bien que des choses. La façon avec laquelle on traite parfois les biens, on maltraite des biens est plus pénalisée que la façon que quand on maltraite un animal. Très concrètement, en termes de peine de prison et en termes d'amende. Ça, c'est la réalité de notre droit. Moi, ce que j'observe, la création d'un poste de défenseur des droits tel que l'imagine Robert Badinter, ça n'est pas de créer de nouveaux droits aux animaux, c'est de faire respecter ceux qui existent. Tel que le défenseur des droits existe en France, dans notre pays, pour faire respecter le droit des êtres humains, parce qu'il existe en France des lois et des règlements qui sont très protectrices vis-à-vis des animaux. C'est ça la réalité. C'est qu'elles sont très protectrices, ces lois, mais qu'elles ne sont pas appliquées. Parce qu'on considère que, au fond, c'est pas très grave, à la fin, ça reste un animal, c'est-à-dire même pas une chose ou une petite chose, et qu'on peut donc se permettre de le maltraiter malgré les lois et les règlements qui existent. Vous savez, on est dans un pays complètement fou. Quand aujourd'hui, on pointe du doigt L214 avec ces vidéos clandestines dans les élevages, dans des espaces privés, donc ce sont des vidéos tournées illégalement, mais que derrière un ministre de l'Agriculture, à partir de ces images filmées illégalement, prend des arrêtés de fermeture d'élevage ou d'abattoirs. Des arrêtés donc qui sont par définition légaux. Mais dans quel pays vit-on? Donc, en fait, on a, si vous voulez, en France, des lois et règlements qui protègent les animaux, par exemple dans le matière de transport, d'abattage ou d'élevage. Ces lois et règlements ne sont pas appliqués. Certains les filment illégalement et on utilise derrière ces éléments pour appliquer. Donc moi, en fait, le défenseur des droits tel que je l'imagine, et je vais déposer très prochainement une proposition de loi au courant du mois de juin pour aller au fond de cette question de la défense des droits des animaux en France avec ce défenseur des droits. Donc voilà, ça tombe bien qu'on finisse cet entretien sur cette question-là. Eh bien, ça sera pour dire, ces droits existent, ces lois et ces règlements existent, le défenseur des droits sera là pour les faire appliquer et pour pointer du doigt de façon indépendante toute forme de déviation par rapport à ces lois existantes. Maintenant, pour aller encore plus loin dans votre question, est-ce que je pense qu'il devrait y avoir un statut spécifique à l'animal? Oui, je le pense. Je pense qu'un animal, ce n'est pas une table. Non. Un animal n'est pas un bien. Et pendant longtemps, pourtant, ils ont été classés dans les biens. Mais ils le sont encore. Oui, oui. Et l'avancée du Code civil en 2015, avec cet amendement de Jean Glavany, qui place, comme le dit Jean-Pierre Marguenot, ce grand professeur de droit de l'animal en France, celui qui a un petit peu tout inventé sur ces questions dans notre pays. Jean-Pierre Marguenot dit, l'amendement de 2015, en fait, il place l'animal, j'aime beaucoup l'expression, en lévitation juridique. C'est ça. C'est un être vivant doué de sensibilité. Point. Oui, bon, enfin c'est quand même le régime des biens qui régit les droits de l'animal. Donc on ne sait pas trop. On ne sait pas. Et cette ambiguïté-là, elle pose pas mal de problèmes. Et donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille au bout de la démarche. C'est une réflexion qui est une réflexion internationale. Et de dire, il y a des hommes, il y a des personnes physiques, il y a des humains, il y a des personnes morales, il y a des choses, et puis il y a des personnes non humaines, des animaux, qui ont des droits à ce titre en tant qu'êtres vivants, qui sont des droits spécifiques qu'il serait bon de préciser. Est-ce que finalement, l'une des clés de l'avancée, ce ne serait pas aussi d'essayer de faire en sorte que tout enfant
au cours de son apprentissage et au cours des débuts de sa vie, soit un petit peu plus confronté au vivant, soit ait un petit peu plus la possibilité d'avoir vu une fois dans sa vie une vache, un veau, d'avoir été confronté à un être vivant qui n'est pas son semblable. Bien sûr, moi je pense que c'est la pédagogie, l'information, l'éducation sont des leviers absolument majeurs pour faire évoluer cette relation à l'animal. Effectivement, faire en sorte que ces enfants qui se séparent de plus en plus, qui s'éloignent de plus en plus, qui élèvent des animaux sur leur tablette, eh bien, se rapprochent de ce monde. Il est tellement enrichissant, il permet d'apprendre tellement de choses. on va s'arrêter. Mais je veux dire, les enfants ne savent pas que pour avoir du lait, il faut qu'une vache ait un petit. Ben oui. Et on pourrait multiplier les exemples comme cela. Donc effectivement, on est en train tout doucement de se détacher de notre relation au vivant. On le fait, cette ignorance, c'est Gilles Boeuf qui dit ça, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui dit c'est cette arrogance et cette cupidité qui font que l'homme se comporte ainsi vis-à-vis de la nature. Et le retour que l'on a aujourd'hui, par exemple dans le cadre de la Covid-19, c'est l'illustration absolument parfaite de l'arrogance que l'on peut avoir vis-à-vis de la nature. Je vais défricher des espaces naturels, je fais ressortir de là des germes, des bactéries et des virus dont j'ignorais même l'existence. Je sors des animaux sauvages, je les mets au contact de marché en les jetant au contact d'animaux domestiques, et ensuite je prends l'animal domestique et j'attrape tout ce que vous voulez. C'est ça qui s'est passé. On n'en a pas encore trop maintenant de détails, mais cette façon de maltraiter la nature, cette ignorance absolue, fait qu'on arrive à des désastres comme celui qu'on a traversé. Et cette éducation que vous évoquez, elle est absolument essentielle. Il faut remettre les enfants au contact de la nature, au contact des animaux, leur apprendre ce que c'est que la vie, parce que cette vie-là, qui est une vie qui est dont on est de plus en plus éloigné, est absolument enrichissante, et il faut la donner à connaître. En tout cas, quelles que soient les origines du coronavirus, et est-ce qu'on les aura véritablement un jour, une chose est sûre, l'élevage intensif multiplie les risques de zoonoses et de différentes maladies et implique l'usage, vous le montrez d'ailleurs, d'antibiotiques qui sont à terme extrêmement dangereux pour les êtres humains. Enfin bref, vous posez différents débats dans ce livre qui, de toute façon, vont revenir sur la scène politique, vont s'imposer, et on ne peut que le souhaiter. On ne peut que souhaiter aussi que ce soit des débats posés de façon à peu près apaisée, ça c'est moins sûr. Donc Loïc Dombreval, merci beaucoup. Je vous rappelle, c'est Barbarie chez Michel Lafon. Merci.